Bonjour Eugène Berg. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Avec que l'on plaisir. puisse avoir votre éclairage, Oui. puisque vous êtes un expert de la Russie, c'est comme ça qu'on peut vous présenter, ancien ambassadeur, diplomate, un spécialiste en quelque sorte des fronts et des frontières. On parlera dans un instant du déplacement de Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, hier à Kiev, de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky. Mais tout d'abord, je souhaiterais avoir votre réaction, votre commentaire peut-être, sur l'attitude de Vladimir Poutine, le président russe, qui pour la première fois en une décennie annule sa conférence de presse annuelle de fin d'année, qui donc n'aura pas lieu cette fois-ci, de façon tout à fait exceptionnelle, tout comme n'aura pas lieu une émission de télévision au cours de laquelle il a pour habitude, chaque année, de répondre à des questions posées par des habitants russes. Comment expliquez-vous cette attitude, ce silence médiatique ? Alors, cette émission s'appelait La Première Ligne. Primaya Ligne. Elle était évidemment un peu préfabriquée, c'est-à-dire Dimitri Peskov distribuait la parole, et puis évidemment, c'était les complaintes. Tel journaliste disait, le gouverneur, il n'a pas réparé, donc, et le tsar disait, mais écoutez, il guérissait tout le monde. Donc devant tout le monde, on posait des questions à la fois de géopolitique, de vie et tout. Alors la dernière fois, c'était le 23 décembre, je l'avais vu direct. On pouvait regarder encore la télévision russe. Et je me souviens de cette journaliste de la BBC disait « Est-ce qu'il y aura la guerre ?» Et lui a dit « Où il y aura des mesures technico-militaires. » Vous voyez, le 23 décembre. Après, il y a eu tout ça. Alors pourquoi il a annulé ? Parce que il veut pas, le roi ne veut pas se montrer trop nu, parce qu'effectivement, même si la presse est muselée, il y a toujours des gens qui, d'une manière ironique, pourront dire « Ah, pourquoi on n'a pas fait ceci ? Vous nous avez promis, ainsi de suite. » Donc il ne veut pas montrer que finalement, ça n'a pas été... Des signes de faiblesse, en quelque sorte. Oui, une signe de faiblesse devant le monde, devant son opinion, devant le monde. Parce que, ou alors, il invitait des étrangers qui parlaient en anglais. Je voyais des correspondants du New York Times, il y avait peu de Français finalement. Et donc, s'il faisait ça devant disons, les affidés du Kremlin, on aurait dit, mais c'est un coup monté, quoi. C'est plus une conférence de presse. C'est plus comme avant. Donc, si c'est plus comme avant, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il voulait éviter tout ça, ne pas se prêter à des colibets, ne pas montrer que finalement, il a fait un mauvais calcul et qu'il s'est en tête dans ce calcul, qu'il s'est mis dans une impasse, qu'il a mis son régime dans une impasse. Donc, il a éliminé ça. Alors, est-ce que ça cache, autre question qu'on ne m'avait pas posée, mais un rebondissement, est-ce que ça cache une deuxième mobilisation ? Parce qu'effectivement, les gens lui auraient posé la question. Les gens se posent la question maintenant. Et il y a des gens qui... Et il ne l'annoncerait pas dans ce type de rencontre avec la presse. Ah non, ça non. C'est fait toujours au dernier moment. Et puis finalement, vous savez, c'est jamais lui qui prend la décision. C'est Shoigu ou chef d'état-major. Lui, vous savez, c'est le tsar et il laisse les boyards de prendre les mauvaises décisions. Alors, il s'exprimera toutefois, a priori, à l'occasion des traditionnels vœux de la fin d'année, un discours, une allocution qui est attendue ce samedi. Vous diriez qu'aujourd'hui, par rapport à l'an dernier, il est incapable de se projeter, d'offrir à son pays des perspectives positives à moyen, à long terme ? La seule chose qui pourrait sauver, j'allais dire, sa propre existence, son personnage politique et son régime, et il l'a dit, c'est que la mer d'Azov reste une mer russe. Bon, certainement, les gens ont la carte. Vous savez, il y a Mariupol, qui a été prise, qui a été quasiment détruite à 90%. Il y a Berdiansk, où ils veulent créer des ports. C'est une toute petite bande de territoire qui protège la Crimée. Pour lui, si déjà, et ils vont s'agripper à ça, et ils vont envoyer tout le monde, il considère que c'est une terre russe, s'il arrive à garder ça, et le sort de la guerre dans les prochains mois va se jouer là-dessus, il pourra dire, vous voyez, je n'ai pas tout perdu. Et il a cité Pierre le Grand. Il a dit, là, en mois de juin, il y a eu l'anniversaire de Pierre le Grand, il dit, maintenant il faut refaire ce qu'a fait Pierre le Grand. Que Pierre le Grand, il a pris Azov en 1696, avant la guerre du Nord avec les Suédois. Et donc, voilà. Et comme il est un homme de Saint-Pétersbourg, pour lui, ça peut sauver. Par contre, effectivement, si les Ukrainiens avancent, alors, ils ont pris la petite flèche de Kinbourne, et s'ils avancent de Zaporijja, c'est-à-dire Enodar, la centrale nucléaire, et s'ils arrivent à Melitopol, alors là, la Russie va commencer à reculer.
Et à mon sens, pour que Poutine perde la face, il faudrait lui infliger, il faudrait que les Ukrainiens l'infligent, 3 défaites de type Kherson. Melitopol, sauver Bakhmout et progresser encore, on en est encore loin. Aujourd'hui, le conflit, la situation sur le terrain semble figée, même si l'agence France-Presse nous apprenait il y a quelques minutes des bombardements russes à nouveau. Vous diriez une victoire improbable, mais une défaite impossible pour Vladimir Poutine. On est donc dans une impasse. Tout à fait. On est dans une impasse. Alors, je crois qu'il faut être objectif et réaliste. Alors, évidemment, les Occidentaux, les aides des États-Unis à la France, en passant par la Pologne, on ne peut pas décourager Zelensky, qui a été agressé sauvagement. L'armée russe a montré son vrai visage. Donc, on fait le maximum pour ne pas décourager les valeureux combattants. Mais on s'apprête à pré-négocier. Qui et quand, c'est trop tôt. Mais effectivement, le chef d'état-major américain, Mike Milley, déjà le 5 novembre, il a dit « Je doute que l'Ukraine puisse reprendre tous les territoires perdus par la force. » Donc, il y a un moment, il faudra négocier. Une négociation, je citais, vous savez, le Vietnam. Le Vietnam, ça a commencé en 68, puis les accords de Paris, 73. Comparaison n'est pas raison. Cette négociation peut durer longtemps. Oui. Et Sergueï Lavrov, qui a assuré que, il n'y aurait pas de discussion tant que les territoires contrôlés par le régime ukrainien n'étaient pas démilitarisés, dénazifiés. Oui, mais ça, ils le disent dès le départ. Souvenez-vous, au mois de mars... Il l'a redit il y a quelques jours. Alors là aussi, parce qu'ils ont un front intérieur, ils ont leur dur, qu'il ne faut pas décourager. Et puis aussi, quand on envoie des pauvres soldats à peine formés au casse-pipe, il faut leur dire on ne vous sacrifie pas finalement. On vous met pas, vous n'êtes pas de la chair à canon. Vous défendez le sol sacré de la Russie. On a récupéré ça avec notre sang et nos larmes. Donc, vous voyez, on ne vous lâchera pas. Et on ne cédera rien à ces soi-disant nazis, ces suppôts de l'OTAN et tout. Vous voyez, il y a toujours ce double langage pour nous faire peur occidentaux, pour nous faire lâcher prise, c'est-à-dire diminuer l'aide qu'on accorde à l'Ukraine, et en même temps pour le peuple qui, lui, cherche des lauriers de victoire. Mais ces déclarations, on peut en citer d'autres, celles de Dimitri Medvedev, contre l'hégémonisme européen notamment, enferment-elles Vladimir Poutine? On dit qu'il est entouré de personnalités qui sont des partisans de l'escalade dans ce conflit. Tout à fait. Bon, on n'a pas le temps pour refaire l'histoire. Je vais le décrire dans un livre qui va paraître en février, sur l'Ukraine, sur les causes de la guerre, tout l'impact, nouvelle ordre mondiale. Eh bien, en 1914, quand il y a eu la Crimée et la guerre de Donbass, il y avait déjà des partisans de ce qu'on appelle la Nouvelle Russie, de récupérer les territoires qui n'étaient pas proprement ukrainiens. Bon, c'est la controverse. Et Poutine n'est pas allé là. On l'a poussé. Et d'ailleurs, il a démis des gens comme Surkov, Malofeï. Il y avait déjà des extrémistes. Vous y voyez là un glissement, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. D'ailleurs, Merkel disait qu'il a perdu le sens de la réalité. Depuis le Covid, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est l'énervement en disant finalement, j'arrive pas à mettre en œuvre Minsk, les Occidentaux ne me suivent pas, je leur ai dit de ne pas mettre l'OTAN. Disons qu'il a pété les plombs. Excusez-moi d'être... et c'est pas moi qui le dis, c'est même des responsables russes, des diplomates qui me l'ont dit, mais enfin... On peut pas, soyons discrets. Sous couvert d'anonyme. Oui, donc il a vécu dans sa bulle. Et finalement, comme il n'a pas Internet, il a cru qu'à un petit groupe, bon, c'est Patrouchev, c'est Borotnikov, Shoigu voulait pas la Crimée. C'est quelqu'un qui va pêcher avec lui, qui montre que c'est un homme, il montre sa poitrine. Et puis, il y a des gens qui le suivent, comme Tcheremizov, qui était avec lui à Dresde. Il y a des gens comme Borotnikov qui ont fait des études de droit à Saint-Pétersbourg. Donc il a comme ça des cercles. Il n'écoute qu'eux. Et ce qui est un petit peu triste, c'est qu'il a dit, pour se justifier de son erreur, « Oh, ben j'ai écouté le FSB. » Alors écoutez, de deux choses l'une. Ou alors, il n'a pas son sens pour que Poutine, l'homme fort, l'homme de prescience, se fasse manipuler par le FSB. C'est vraiment une justification un peu courte. Eugène Berg, vous êtes
je l'ai dit, Oui. ancien ambassadeur. Oui. Votre regard de diplomate sur la relation entre Paris et Moscou, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Hier, donc, Ouais. le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, était donc en déplacement à Kiev afin de préparer l'accompagnement militaire du pays en 2023. Mais au niveau diplomatique, on voit bien que Paris tente de préserver un équilibre difficile, précaire, une ligne et une main tendue à l'endroit de Moscou. Moi, j'y vois, disons, 3 raisons. Bon, il y a évidemment notre président, qui est l'adepte du en même temps. C'est un véritable credo philosophico-personnel. Mais il y a aussi ce vieux fond qu'on appelait le gaulo-mitterrandisme. Mais vous y êtes favorable à ce en même temps en matière de diplomatie dans ce conflit, ou vous pensez que c'est peut-être naïf? Non, je suis plus nuancé. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas dire, par exemple, il ne faut pas humilier la Russie. Moi, j'aurais dit à sa place, n'humilions pas la grande culture russe. Laissons des portes éventuelles, une fois qu'on aura pu régler, à une réconciliation. Mais humilier la Russie, c'est Poutine. Et là, effectivement, si vous êtes baltes, si vous êtes polonais, si vous êtes tchèque, vous avez souffert sous la férule, coup de Prague, ainsi de suite, il s'est retiré. Et voilà pourquoi il augmente son aide, justement, pour compenser. Mais il y a toujours ce fond, qui est le fond, qui est le fond gaulliste, le fond mitterrandiste, pour dire qu'effectivement, on est amis, mais on n'est pas alignés. Védrine le dit, qui a été ministre, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il en reste? C'est aux gens de juger, puisque la France colle finalement à la stratégie occidentale. Elle veut jouer son petit rôle. Est-ce qu'elle le joue vraiment? On verra. Finalement, Emmanuel Macron a parlé 12 fois ou 18 fois avec Poutine. Il n'y a pas eu jusqu'à présent de grands résultats. Alors justement, 2023, l'année pour vous de la médiation, ce temps est-il venu? Non, pas encore. Et je crois que pour moi, le moment de vérité arrivera au printemps, l'été 23. C'est-à-dire... Quand le ministre des Affaires étrangères ukrainien parle d'un sommet pour la paix dans 2 mois sous la supervision des Nations Unies, c'est une hypothèse qui n'est pas crédible selon vous? Ah non, ça c'est autre chose. Je veux dire, ça c'est une... Je ne vais pas parler, c'est ce qu'on appelle on prépare des positions de négociation. Les militaires appellent ça des gesticulations. Alors, ce n'est pas du tout une gesticulation. Bon, il y a eu un plan en 10 points. Effectivement. C'est-à-dire que les Russes disent « lâchez et moi je négocie ». Eh bien, c'est normal. Zelensky dit très bien « moi je rentre ». Et il a raison de dire « je rentre dans une négociation. 1, si vous vous retirez aux frontières, au moins le 24 février. 2, si vous acceptez de juger les criminels. 3, si vous me donnez des compensations. Et 4, si vous préservez une certaine liberté. Alors là, je négocie. Mais je ne négocie pas avec un fusil sous la tempe où la négociation, c'est de dire « je me rends ». Vous écriviez au début du conflit, Jeanne-Marie, que pour le moment, il n'existe aucun mécanisme de déconfliction avec les belligérants. 10 mois après le début de cette guerre, c'est le même état de situation. Oui, malheureusement, oui. Il n'y a pas de déconfliction. L'OSCE est inopérante. L'ONU, parce que c'est bloqué, bon, le chapitre 7, on ne peut pas envoyer une opération de maintien de la paix parce qu'il y a le veto à la fois russe et chinois. Malheureusement, non. Donc, il faut attendre soit une percée ukrainienne, c'est là qu'on rentre dans les scénarios, et là, effectivement, on commencera à envisager quelque chose, mais c'est prématuré, parce que finalement, chacun pense que l'autre va céder. Céder, c'est quoi? Ne plus avoir d'armement, puisque nos stocks, vous savez, le tiers des stocks de Javelin et de Stinger sont épuisés. Je lisais, par exemple, les fameux Iskander, les Russes n'en fabriquent que 6 par mois. Ils en ont déjà utilisé 200 ou 300. Je ne sais pas la comptabilité, mais voilà. Des obus, il y en a. Si on va en Corée, si on prend des drones en Iran, c'est donc les stocks. Donc, là aussi, les Ukrainiens et les Occidentaux attendent que la Russie, puisque, regardez, si je rentre dans les chiffres, les exportations de pétrole de la Russie vont baisser d'1,5 million de barils, un baril à $60, faisons le calcul. Le gaz... Donc moins de ressources. Moins de ressources, et à des prix bas, puisque qu'est-ce qui achète le pétrole? C'est la Chine et l'Inde. Alors, le prix officiel est de 65, mais ils ont une ristourne de 30%. Quand vous vendez du baril à $40, où le coût de production est 20, le bénéfice est pas très fort. Bon,
ne compliquons pas la chose, mais l'affaire est là. Et puis déjà, les banquiers commencent à dire, eh bien écoutez, l'économie, regardez, la Russie a acheté 2,6 milliards d'euros de microprocesseurs, justement pour les missiles et tout. Il y a un moment où il ne pourra plus acheter. Parce qu'il y a évidemment un marché noir, il y a des gens qui vendent, et peu à peu, ça va se serrer. Regardez, le 9e... Donc le temps joue en faveur d'un apaisement du conflit, mais peut-être pas au cours de l'année 2023, c'est ce que vous nous dites. Non, je dis que pour moi, le moment de vérité, je peux me tromper, il arrivera entre Pâques et le début de l'été, où là, les stocks d'armes occidentaux et russes risquent de s'épuiser, les opinions publiques aussi lâcheront prise, ou seront moins vaillantes. Voilà pourquoi il faut dire la vérité. Et le troisième, c'est que l'économie russe commencera à flancher. Vous savez, l'économie russe, je la connais bien. Hein. Elle avait une très forte croissance entre 2000 et 2008. Moi, j'ai commencé à travailler en 2008 en Russie. Et puis, d'un seul coup, elle a baissé. Elle a un taux de croissance normal de 2 à 3% par an. Ça lui fait baisser d'1%. Mais c'est rien, 1,5%. Je voudrais avoir votre avis sur on en a parlé, le cadre des Nations Unies. Vous dites que c'est un cadre qui est obsolète pour faire baisser cette tension et arriver peut-être à terme à un processus de paix. Non, disons que les Nations Unies, tout le monde le dit, les professeurs, les Nations Unies sont valables pour régler des conflits secondaires. Mais lorsqu'un membre permanent qui a le droit de veto... Ce qui est le cas de la Russie. C'est ça. Par contre, les Nations Unies seront là pour entériner. C'est-à-dire, c'est le seul forum... J'ai travaillé 6 ans aux Nations Unies quand j'étais diplomate. C'est le seul forum qui entérine. C'est-à-dire, s'il y a un accord de paix qui est fait, mettons, entre l'OTAN, entre Moscou, qui aurait pu, mais c'était un miracle, on l'attendait, mais enfin, c'était extrêmement peu probable en janvier, s'il y a effectivement un accord, un traité de paix, pour que la communauté internationale, pour que les pays du Golfe, pour que les pays latino-américains... Mais quel agent organisateur pourrait faire ce rôle de médiation ? Quelle organisation régionale pourrait avoir, ou quel pays pourrait avoir ce rôle de médiateur ? Il y a les Turcs qui jouent très bien, très habiles. Un double jeu, non, dit-on ? Un jeu très habile. Finalement, on les a critiqués. Certains voulaient les vider de l'OTAN, excusez-moi l'expression. On a bien fait. Il est nationaliste, Erdogan. Et n'oublions pas qu'il va se... Il livre des drones à l'Ukraine, n'applique pas les sanctions occidentales à l'endroit de la Russie. Comment comprendre ce rôle, justement, d'Ankara ? Parce que, je ne dirais pas qu'il fait du en même temps, mais il importe beaucoup de gaz. 58 milliards de mètres cubes de russes passent par la Turquie. Et Vladimir Poutine, qui ne manque pas une, qui dit maintenant, l'essentiel du gaz, il passe par la Turquie. La Bulgarie continue à acheter du gaz russe, la Hongrie aussi, donc il y a des petites exceptions. Vous voyez, donc il joue, attention, d'abord il a du gaz, et puis il a une centrale nucléaire à Caillou. Donc, et en même temps, il reçoit. Moi, je me souviens, j'avais été à Antalya il y a très longtemps, en Turquie, avant tous ces événements. J'ai rencontré des tas de Russes, j'ai parlé avec eux, et ainsi de suite. Donc, il y avait 1,5 million de touristes russes en Turquie. Oui, deux nations très liées. Donc, bien sûr. Je voudrais qu'on alors qu'ils se sont fait 12 fois la guerre pendant l'histoire. Je voudrais qu'on parle aussi d'une autre puissance, l'Inde. Quel rôle peut avoir l'Inde aujourd'hui? On sent que ce pays est désireuse de passer d'un statut d'une puissance d'équilibre à une vraie puissance, notamment dans le cadre du G20, puisque l'Inde préside le G20. Alors, je connais bien l'Inde parce que je suis un des rares Français à écrire sur le non-alignement. Et pour moi, je dis très bien, le non-alignement, c'est Belgrade 61, et c'est pas Bandung, c'est afro-asiatique. Et l'Inde, je pratique le yoga, je connais un peu la philosophie indienne, et je déplore que l'Inde, il n'y a pas de Nehru. Nehru, pendant la guerre froide, il prenait son bâton de pèlerin, il allait à Moscou et à Washington, et il disait « arrêtez cette espèce de donc guerre ». Donc une puissance d'équilibre, voilà. Une puissance attentiste. Non, oui, elle est maintenant... Donc avant, ils voulaient apporter leur contribution. Maintenant, l'Inde, j'allais dire qu'elle est opportuniste. Elle achète du pétrole moins cher. Non, elle commence... Le chef d'état-major indien, il y a 3 mois, a commencé à s'inquiéter parce que 85% des armes indiennes viennent de Russie. Plus de pièces détachées. Eh bien, on a observé qu'il y a quelques semaines, à l'Aksakhin, là, donc l'Inde a peur de la Chine. Et si elle n'a plus d'armement, elle va commencer à acheter aux États-Unis. Elle est membre du Quad.
Donc on aimerait. En allant un peu plus à Oui. l'Est, parlons de la Chine aussi Oui. et de son Oui. rôle dans ce conflit. Alors la Chine aussi, si Xi Jinping est allé en Arabie Saoudite, il sait qu'il veut que l'Arabie Saoudite soit le premier vendeur de pétrole. Il est très malin. Il joue l'un contre l'autre pour avoir les prix. La seule chose qui pourrait effectivement faire bouger les choses, mais ça relève encore de l'utopie, c'est que la Chine commence à baisser les importations de pétrole. Alors là, ce serait un moyen. Certainement, les Américains l'auront dit en secret, en disant, écoutez, faisons un petit deal, arrêtons cette guerre commerciale, mais vous faites un geste. On ne le dit pas, mais vous achetez moins de pétrole et vous verrez, c'est ça qui vous nous donne la paix. Ne dites pas que vous êtes contre la guerre, faites des gestes concrets. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dessus. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Voilà. Eugène Berg, pour votre expertise, votre commentaire de cette situation.